Roselyne, vous êtes la sœur du père Hamel. Il va être égorgé au couteau devant l'hôtel, hein, c'est ça qui va se passer. Et vous, Nassera, vous êtes la maman d'un des deux terroristes, Adel Kermiche. Il voulait le mettre à genoux, il a refusé de se mettre à genoux. Il a lutté de ses maigres bras, de ses maigres jambes. Et les religieuses disent il a eu la force de dire par 2 fois « Va-t'en, Satan ». Je sentais au fond de moi que ça pouvait pas être mon fils qui avait tué. Je pense que Adel, il voulait se montrer, il voulait être au devant de la scène. Mais tuer quelqu'un, je pense pas. J'aurais quand même voulu, comme si je l'accompagnais jusqu'au dernier moment, j'aurais voulu le tenir dans mes bras pendant que son corps était encore chaud. Et non, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'il vous a laissé un mot, Adel? Oui. Qu'est-ce qu'il avait marqué sur ce mot? Il avait marqué Maman, je m'excuse pour le retard, ne me fais pas la gueule. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui avec 2 invités. Vous savez, le 26 juillet 2016, il y a eu un attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'église où le père Jacques Hamel a été tué un dimanche matin pendant la messe. Sa sœur, Roselyne Hamel, va venir sur le plateau raconter ce qu'elle a vécu ce jour-là avec, à côté d'elle, la mère du terroriste Nassera Kermiche, qui est donc venue et qui ont d'ailleurs écrit un livre ensemble avec Roselyne, donc la sœur de la personne qui a été tuée, avec la mère du terroriste, qui ont non seulement écrit un livre et qui sont devenues amies. Elles vont raconter comment elles se sont rencontrées, comment elles ont essayé de pardonner, comment Roselyne a essayé de pardonner, et pourquoi elles ont voulu se rencontrer, discuter, faire leur deuil ensemble. Ça paraît fou et elles veulent le raconter, comment l'histoire s'est passée pour chacune d'elles ce jour-là. En tout cas, avant de commencer l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous êtes plus de 150 000 par mois. Je vous remercie d'être si nombreux chaque mois à arriver. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter l'émission, à dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, puis à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. On en met tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et je voulais remercier notre sponsor qui permet de faire l'émission aujourd'hui. C'est Plod AI, Plod AI en fait, qui a des petits accessoires qui s'appellent notamment le Note Pin, qui est en fait un petit boîtier comme ça, avec un petit aimant derrière. Vous allez pouvoir mettre en fait sous forme de micro, sous forme de bracelet aussi. Vous pouvez le mettre à la cravate, vous pouvez le mettre sur une veste, et qui permet en fait d'enregistrer une conversation pour éviter de vider la batterie de votre téléphone, par exemple, ou la mémoire. Quand vous êtes, je sais pas, à une conférence, par exemple, à une réunion, vous appuyez sur le bouton et avec l'intelligence artificielle, ça va retranscrire par écrit toute la réunion, comme ça, pas besoin de faire un compte-rendu, etc. Vous allez pouvoir avoir l'entièreté de la réunion par écrit. Donc là, par exemple, vous voyez, j'appuie sur le bouton, voilà, tac, et là, directement, sur le téléphone, ça commence à enregistrer, et donc, ça va commencer à retranscrire ce que je suis en train de dire. C'est d'ailleurs efficace, et ça fonctionne dans 112 langages différents. Donc, vous pouvez vous retrouver à l'étranger, vouloir prendre une conférence, enregistrer une conférence, ça va marcher. Vous avez donc directement le Note Pin. Il y a plusieurs modèles qui existent aussi chez Plod AI. Donc directement sur ce boîtier de Plod AI, ce Note Pin, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 20 heures d'affilée. Si vous voulez essayer, voir toutes les promotions en cours, vous pouvez aller voir directement dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je vous mettrai directement le lien cliquable pour aller voir donc du coup le site avec toutes les infos. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux, tous les mercredis, vendredis et dimanches. On vous met une émission ou un documentaire. Et là, c'est parti avec du coup Nassera et Roselyne sur Légende. On y va. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Roselyne, bonjour Nassera, merci de venir raconter votre histoire. Roselyne, vous êtes la sœur du père Hamel. Vous, Nassera, vous êtes la maman d'un des 2 terroristes, Adel Kermiche. Vous avez fait un livre ensemble qui s'appelle Sœur de douleur chez XO Éditions. J'ai appris à le dire correctement. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le chercher, le commander. Dans la description sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, vous aurez le lien du livre. Et merci à toutes les deux de venir. Je sais que c'est pas facile de faire de la promo d'un livre et encore moins sur ce sujet-là. On va raconter comment vous vous êtes rencontrés, comment s'est passé le jour du drame aussi pour toutes les deux, pour comprendre le parallèle dans vos vies. Juste, Nassera, vous n'avez pas voulu être filmé volontairement. Donc là, on a pris des objectifs avec des gros zooms pour zoomer sur... Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, pour bien comprendre Alors, pour me protéger mes enfants, ma famille, parce que, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens. Il y en a qui sont très, très bien et qui vont être... bien dans ce qu'on va dire et tout ça. Il y en a d'autres qui sont pas d'accord et qui risquent de le montrer. Donc
je préfère rester dans l'anonymat. Les gens autour de vous, vos amis le savent, connaissent l'histoire, oui. Mais pas le cercle élargi pour bien comprendre. Oui, voilà. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent connaissent mon histoire, mais les autres personnes ne savent pas qui je suis, donc je préfère ne pas dévoiler mon visage. Je vais rappeler les faits précis. C'est donc le 26 juillet 2016, prise d'otage qui a lieu dans l'église Saint-Étienne du Rouvray, c'est dans le 76, près de Rouen. À la fin de la messe, le prêtre et des fidèles vont être pris en otage. Le père Jacques Hamel, donc, qui avait 85 ans à l'époque, est égorgé au couteau. Et les deux terroristes sont donc Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean. Ils ont tous les deux 19 ans à l'époque. Ils vont être tués au moment de l'assaut, en fait, par la police. L'attentat est revendiqué après par l'État islamique le jour même, c'est tout de suite. Il va s'ajouter à la liste des attentats qu'on connaît de Charlie Hebdo, du Bataclan et de celui de Nice, qui a lieu exactement 2 semaines avant cet attentat-là. Vous êtes la petite sœur, c'est ça? Oui. Vous étiez la petite sœur. Vous étiez très proche de Jacques? Oui, on était très proches. Il avait 10 ans quand moi je suis née, en 1940. Et vers l'âge de 4 ans, il avait perdu une petite sœur de 2 ans, devant ses yeux d'une péritonite. Donc, je pense que c'est pour un petit enfant de 4 ans qui s'était attaché à cette petite sœur, ça devait être un gros chagrin. Et quand je suis arrivée au monde, quand il avait 10 ans, évidemment, j'imagine que c'était un grand bonheur, comme pour ma mère, évidemment. Et cet attachement a perduré et s'est amplifié au fur et à mesure des années. Il va faire son service militaire en Algérie, oui. Jacques. Ça va le marquer à vie puisqu'il va être dans une Jeep à un moment donné qui va exploser. Vous l'expliquez, et ça va être le seul survivant. Ça va le marquer toute sa vie, cette histoire. Oui. Et en fait, il ne racontait pas beaucoup des brides de sa vie. Hein. Et sur ces 10 dernières années, il se mettait à raconter plein de choses de sa vie, notamment cet épisode où en Algérie, il était chauffeur de commandant et avec 3 jeeps, ils ont traversé un oasis et ils ont été mitraillés. Et il s'est retrouvé tout seul au volant avec tous ses compagnons, son commandant, mort. Et quand il racontait, j'avais l'impression qu'il s'en voulait, qu'il ne méritait pas plus que les autres d'être resté vivant. Et ça le peinait beaucoup. Le syndrome du survivant. Et ça le peinait beaucoup. Et donc, il me racontait ça souvent quand j'ai passé 8 jours avec lui. L'après-midi, après avoir lu son bréviaire et fait un petit somme, on faisait une partie de Scrabble. Et c'est au milieu de cette partie de Scrabble après, quand je préparais un goûter pour qu'on fasse une pause. Et là, il me racontait des brides de cette vie. On était surpris. Et oui, j'avais l'impression qu'il s'en voulait parce qu'il comprenait pas. Alors, je lui disais, écoute, moi, je pense que on n'est pas venu sur Terre pour manger, s'amuser, travailler. On a certainement quelque chose de plus important à faire. Genre, chacun sa mission. Maintenant, il faut la trouver et puis l'accepter. Mais il dit, non, moi, ma mission, c'était d'être prêtre. Donc, voilà, je suis comblée, je suis ravie. Et je lui disais, j'ai peut-être pas fini, hein. Et oui, c'était pas fini. Sa mission n'était pas terminée. Lui, il a été ordonné prêtre en 58, oui. En 1958. Ça faisait combien de temps qu'il était à Saint-Étienne du Rouvray, dans cette église-là? 14 ans. Ok. Oui, donc juste après 2000. Oui, c'est ça. Il était heureux là-bas? Oui, il était heureux, il était très aimé. Il avait des gens qui l'aidaient, qui étaient proches de lui. Et oui, il était heureux dans cette paroisse. Vous, Nacera, vous êtes mariée à Rabat. Oui. Nom de votre mari, vous avez 5 enfants. 5 enfants. Sabrina, Adam, Anissa, Sofiane et Adèle. Adèle, c'était le dernier, le petit dernier. C'était quel type d'enfant? C'était un enfant très vivant, très joyeux. Il voulait absolument avoir la place principale, se faire remarquer. Il faisait des blagues. Il était tout le temps en train de rigoler. Voilà, c'était un enfant joyeux, vraiment. Vous dites dans le livre Sœur de douleur, vous dites page 55,
tout a commencé à dégénérer à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Oui. Vous en parlez. Qu'est-ce que ça a provoqué chez Adèle? En fait, chez beaucoup de jeunes, je pense que les attentats de Charlie Hebdo ont ouvert une brèche sur les stratagèmes, vous savez, quand on dit ils font des complots, ils nous cachent des choses, ils nous disent pas la vérité. Et j'ai l'impression que Charlie Hebdo, ça a été un concentré, justement, et que beaucoup de jeunes ont viré à ce moment-là sur le radicalisme, voilà. C'était quoi les signaux, les premiers signaux? Vous vous êtes dit, tiens, il y a un truc... Les premiers signaux, c'était... ils revendiquaient tout ce qui se disait sur Internet. Ils disaient, non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Et ils vous regardent, ils disent que c'est ça, alors que c'est autre chose. Et puis ils me montraient des images. Mais je lui disais, mais non. Et lui, il insistait sur ça. Et puis, il a commencé à vouloir faire la prière. Donc, pour une famille musulmane, c'était normal. Et moi, je me souviens, je l'avais prévenu en lui disant, Adèle, que tu fasses la prière, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais je veux que tu fasses attention aux personnes que tu vas écouter. Les gens qui vont te parler de l'islam, fais attention, n'écoute pas n'importe qui. Voilà. Parce que vous êtes comment à la maison au niveau de l'éducation? Vous êtes plutôt sévère, plutôt détente, plutôt... C'est quel type de parent? Alors, on va dire qu'il y a la maman qui est plus... plus... câlin, et le papa qui est un peu plus autoritaire et qui est là pour cadrer les choses, pour éviter que les enfants fassent n'importe quoi. Et au niveau de la foi, vous lui avez appris, ou c'est lui qui a appris à l'extérieur avec... Alors, on avait une base traditionnelle de la foi, qui nous vient de nos parents. Donc oui, on avait, on faisait le Ramadan, on mange pas de porc, on respecte tout ce qui est prière, toutes ces choses-là. Mais c'était très modéré, c'est-à-dire que y avait pas non plus un extrême ou des choses comme ça. Et c'est lui qui va petit à petit, en fait, c'est par ses amis, par son entourage. Voilà, c'est ça. Par Internet, en fait, aussi, vous dites. Voilà, exactement. C'est les réseaux, c'est ses fréquentations, c'est les amis qui s'est fait, les derniers amis qui s'est fait, parce qu'il avait des amis auparavant que je connaissais très bien, avec qui il était des copains du quartier, quoi. D'école, copains du quartier, qui venaient manger, dormir à la maison. Lui, il allait dormir, manger chez eux. Donc ceux-là, je les connaissais très bien. Et puis à un moment, il a eu de nouveaux copains que je connaissais pas. Ah, qui ramenaient pas à la maison. Et ramenaient pas à la maison. Et vous en parlez? Vous savez qu'il y avait de nouveaux copains? Je savais qu'il avait des copains parce que il sortait, il allait, mais je savais pas qui c'était. Vous dites, page 98, ce qui était naturel jusqu'à la génération de nos deux aînés, Sabrina et Adam, oui. C'est ça, les deux grands, nés au milieu des années 80, ne l'était plus pour les amis musulmans d'Adèle, nés à la fin des années 90. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai grandi en France, et jusqu'aux années 80 à peu près, la plupart des personnes que je connais de culte musulman avaient des pratiques très modérées où ils fêtaient Noël, s'il y avait Pâques, on fêtait Pâques, s'il y avait la galette des rois, on fêtait la galette des rois. En fait, on fêtait toutes les fêtes. Il y avait l'Aïd, il y avait le Ramadan, il y avait on perdait pas une occasion de fêter quelque chose parce que c'était c'était une fête. Donc pour nous, ça avait rien de méchant, rien de et puis ça a commencé à changer dans les années 90 où on a vu de nouvelles personnes arriver et avoir des pratiques différentes où c'était beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus c'était comme ça et pas autrement. Et Noël, c'était plus possible. Ça faisait pas partie de notre religion. Ça c'est un peu... Oui, voilà, okay. C'est ça traînait moins ensemble. Ouais, c'est pas que ça traînait moins ensemble, ça continuait à traîner ensemble, mais il y avait toutes ces fêtes qu'ils ont dites religieuses ont été mises de côté.
C'est en mars 2015, à peu près 1 an, 4 mois avant l'attentat, Adel va préparer une première tentative de départ pour la Syrie. Il a 17 ans, du coup, à l'époque. Oui, c'est ça. Comment vous comprenez qu'il envisage de partir ? Alors c'est ma fille qui trouve dans son... Parce que ma fille, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Adèle, il n'était pas comme d'habitude. Et j'ai une de mes filles qui était très à cheval. Elle était tout le temps sur son dos et tout. Et elle fouille dans son téléphone pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là, elle trouve un plan pour se rendre en Turquie où il peut se rendre jusqu'à Gaziantep. Et à Gaziantep, il va trouver un passeur. Et le passeur va l'aider à passer en Syrie. Ma fille vient me voir en panique. Elle me dit, maman, regarde ce que j'ai trouvé dans le téléphone d'Adèle. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va voir Adèle, on lui demande des explications. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as ça dans ton téléphone ? Mais non, c'est rien. Mais si, c'est quelque chose. Là, ça veut dire que tu cherches à partir en Syrie. Oui, c'est vrai que j'ai envie de partir, mais c'est pour faire de l'humanitaire. Voilà, on fait rien ici pour les enfants de Syrie. On les regarde mourir et on dit rien. Vous êtes à table à la maison, vous regardez les infos qui passent avec des enfants qui sont bombardés, mais vous réagissez pas. Moi, j'ai envie de réagir. Alors on lui dit, bah non, tu vas pas partir en Syrie. Et là, il a commencé à nous dire si, je veux partir. Donc moi, j'appelle la police. Je tombe sur la commissaire de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est comme ça que je fais ça. Vous habitez à côté de l'église ? Oui, enfin, dans pas très ville, loin, quoi. à 2 kilomètres à peu près. Donc j'appelle la commissaire et je commence à lui raconter ce qui se passe. Et elle me dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre en place une interdiction de sortie de territoire. Pour, si jamais il part, au moins on pourra l'arrêter. Donc moi, je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Et puis, donc elle met en place cette interdiction de sortie de territoire. Nous, on continue à discuter avec Adèle en lui disant c'est pas bon ce que tu veux faire, c'est n'importe quoi. En plus, qu'est-ce que tu vas faire toi là-bas ? T'as aucune vraie compétence. Par exemple, s'il avait été médecin ou s'il avait été, j'aurais compris qu'il aille faire de l'humanitaire en voulant soigner. Mais là, il n'avait pas de signe distinctif pour pouvoir aller là-bas, quoi. Et on a discuté un certain temps avec lui. Alors à la fin, lui en avait marre, nous on en avait marre. Mon mari nous dit arrêtez parce que là vous êtes en train de le rendre dingue. Et lui il nous dit oui, de toute façon ça y est, j'ai changé d'avis, je pars pas, c'est bon. Vous m'avez convaincu, je pars pas. Et le lendemain matin, je me lève pour aller à mon travail. Ouais, il faisait semblant. Je vais dans sa chambre et il était plus là. Il était parti. Il va être arrêté. Il va être arrêté en Allemagne. En Allemagne, où ça, à la frontière ? À la frontière, en Allemagne, je ne sais pas exactement où. Mais parce qu'il va être placé sous contrôle judiciaire, c'est ça d'abord ? Alors, à ce moment-là, il n'est pas encore placé sous contrôle judiciaire, il est juste, on a juste mis une interdiction de sortie de territoire. Donc il est arrêté en Allemagne. Et, le 23 mars 2015. Voilà, donc c'est ça. Et du coup, mon mari va le récupérer en Allemagne, il le ramène. Il passe 92 heures à la DGSI, je crois, où ils l'ont interrogé et tout ça. Et il rentre à la maison. Donc là, ils lui mettent La DGSI, c'est les services secrets intérieurs, en gros, les renseignements. C'est ça, les renseignements. Et donc là, il a une interdiction formelle de dépasser le département et de partir à nouveau. Donc il sait que si jamais il part à nouveau, là, cette fois, ça sera la prison. Donc on discute encore avec lui, on lui dit voilà, tu vois ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. Vous essayez de le convaincre. Tu te rends compte, oui. Et tu te rends compte, t'es amené par la police, c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Ah, mais je voulais aider, je voulais faire ci, mais ça y est, j'ai compris. Donc je vais me calmer, vous inquiétez pas, je vais chercher du travail. Et puis pendant 2 mois, il se tient tranquille. On cherche du travail, il s'inscrit pour faire une formation, il s'inscrit pour le permis. Enfin, voilà, il fait pas mal de choses. Il fait même un défilé de mode pour faire du mannequinat. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est décousu. Voilà, c'est complètement décousu. Et puis, arrive le mois de mai, et là, un rebelote, il repart. Et cette fois, il l'arrête vraiment à la frontière turque. Donc, il vous rappelle ?
Il vous rappelle vous? C'est vous qui devez aller chercher? Un peu non, comme la première fois, non? Cette fois, il est comme il était allé de chez nous à comment ça s'appelle en Suisse, à Genève, et de Genève, il avait pris un avion pour partir en Turquie. Donc là, la Turquie le renvoie à Genève. Il passe 15 jours de prison à Genève, et ensuite il est ramené en prison en France. Et il est incarcéré? Il est incarcéré. Combien de temps? 10 mois. Vous allez lui parler? Vous allez essayer de le convaincre encore une fois en prison? Quand on va en prison, on n'est pas très content. On est en colère quand même par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'il a recommencé, donc, alors qu'il nous avait promis que c'était fini. Mais on va le voir quand même, parce que je peux pas abandonner mon fils comme ça. On est toujours avec lui, on essaye de l'aider. Donc on va le voir, on lui parle et on lui dit voilà, il va falloir que tu comprennes que tu partiras pas en Syrie, qu'on te laissera pas partir de toute façon, parce que partir en Syrie, ça veut dire te faire tuer là-bas, et moi je te laisserai jamais partir là-bas. Il va être à Fleury-Mérogis, c'est ça? C'est ça. Il va se passer 10 mois. Il y a de la radicalisation en prison, vous le voyez? Alors, le problème, c'est qu'il était en prison avec des personnes qui avaient déjà fait un attentat. Non, pas fait un attentat, mais fomenté des attentats, mais pas réussi. Donc, voilà. Et puis, il y avait d'autres personnes qui revenaient de Syrie. Et il était avec eux, en cellule. Donc ça l'a encore plus... Oui, le fait de côtoyer ces personnes, ça l'a radicalisé encore plus. C'est ce que vous dites. Ce n'est plus Adèle, en tout cas pas celui que j'ai connu avant sa radicalisation et son séjour en prison, à page 54. Il va porter, après mars 2016, il va sortir en mars 2016 de prison, il va porter un bracelet électronique, c'est ça? Ouais. Et il va être assigné à résidence chez vous, en fait. Ouais. Il faut qu'il reste à la maison, sinon ça sonne et ça déclenche. Alors, le bracelet électronique, c'était un bracelet pour éviter qu'il ne sorte à des heures interdites. Par exemple, il avait le droit de sortir de 8h30 à 12h30. Donc, il avait le droit de faire des démarches pour trouver un emploi, pour faire... ça dépend ce qu'il voulait faire. Mais s'il n'était pas rentré à 12h30, ça sonnait. Et si ça sonnait au SPIP, ça s'appelle le SPIP. Le SPIP téléphonait à la maison pour savoir pourquoi ça sonnait. Si c'était parce qu'il n'était pas là, il lançait un avis de recherche et il prévenait le juge pour dire voilà, la personne que vous avez mis sous contrôle judiciaire, elle est partie, elle s'est enfuie. Elle n'a pas respecté Voilà, elle n'a pas respecté. Mais c'est tout. C'était, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien sur ce bracelet électronique. Quelque chose avait changé en lui quand il sort de prison, même physiquement Alors déjà, quand il était en prison, il avait déjà changé, parce que c'était plus le petit jeune de 17 ans qui avait commencé, voilà. Il avait pris, voilà, il avait un peu grossi, et du coup, c'était déjà plus la même personne. Et ensuite, en quoi il a changé, sa façon de parler aussi. C'était beaucoup plus apaisé. Mais c'était comme si il voulait nous convaincre de sa façon de penser. Voilà. Son comportement a changé aussi ou pas? Un petit peu. Il était beaucoup plus sérieux, beaucoup moins dans le partage, il rigolait pas beaucoup. Il était moins dans tout ça par rapport à avant. Vous allez faire un cauchemar, vous l'expliquez dans le livre Sort de douleur. Vous dites que vous faites un cauchemar où vous le voyez commettre un attentat. C'est vous? C'est incroyable, mais j'ai rêvé qu'il commettait un attentat dans mon cauchemar. Et moi, je me mettais devant lui pour le protéger, pour éviter que la police ne lui tire dessus. Et je me suis mise devant lui et il me disait pousse-toi, maman, pousse-toi, tu vas te faire tuer. Ils vont te tirer dessus, ils vont te tirer dessus. Moi, je lui disais non, je reste là, je te laisserai pas te faire tuer. Voilà. Mais c'était tellement réaliste que c'en était. Je me suis réveillée en pleurant. C'est fou parce que le père Hamel a fait un cauchemar aussi. On va en parler, mais le parallèle est incroyable. Vous l'expliquez. Avant l'attentat, en juillet 2016, Roselyne, vous allez rendre visite à Jacques, à votre frère, dans le presbytère. Donc le presbytère, c'est là où habite le prêtre. C'est une maison, en général. Là, elle est collée à l'église ou elle est un petit Non, elle est à 200 mètres de l'église, presque face à la mairie. Vous y allez avec vos deux filles.
C'est ça, Jessica et Angélique, et vos petites filles, vous partez le voir, vous allez passer quoi, quelques jours avec lui? Voilà, déjà on voulait passer une semaine avec lui dans son presbytère pour faire un peu son ménage, lui faire des bons repas. Parce que malgré son âge, en juillet, il était tout seul pour assurer la rencontre avec les gens, pour des mariages, des baptêmes, des enterrements. Et donc, on s'est dit, bon, on va aller 8 jours avant de partir en vacances, parce que on voulait partir en vacances en l'emmenant avec nous. Et puis voilà, lui faire des bons repas avant de partir. Et puis notre but, c'était, au bout de cette semaine-là, partir ensemble avec Jacques, mon frère, partager les vacances. Et vous l'emmeniez en vacances parfois? Oui, ça faisait un certain temps que on partait ensemble en vacances, on venait le chercher, ou lui il nous rejoignait sur le partager les vacances. 2 semaines plus tôt, il y a l'attentat de Nice qui va faire 86 morts et 458 blessés. Vous en parlez avec votre frère de ça? Ah oui, évidemment, parce que quand on est arrivé, il nous dit écoutez, j'ai fait mon ménage, mais je suis fatiguée, donc j'ai pas fait les courses. Vous vous débrouillez. Donc mes filles sont parties. T'embête pas, tonton. On va aller faire les courses et on va faire le repas. Donc pendant que mes filles étaient occupées, il regardait ces informations, s'assied dans son fauteuil, un fauteuil qui a 80 ans, parce que les cadeaux, à son époque, c'était de son parrain, alors complètement défoncé, un paquet de journaux en dessous du coussin pour dire de le renforcer, mais c'était son fauteuil, là où il regardait la télé, là où il lisait son bréviaire. Son fauteuil fétiche, quoi. Voilà. Et donc, on le rejoint avec mon gendre, mon petit-fils qui avait 17 ans, et on dit, tonton, parce qu'on parlait encore dans ces informations de l'attentat de Nice, que c'était incompréhensible, enfin bref. Et on lui dit, qu'est-ce que t'en penses, toi, tonton, de cet attentat à Nice? Et il dit, de ces gens qui tuent d'autres humains de cette façon. Alors il nous dit, en principe, ces gens qui sont enrôlés dans le radicalisme, ils ne savent plus penser par eux-mêmes, ni pleurer, ni rire, et surtout même pas reconnaître leur propre famille. Il dit c'est très très grave et le remède n'est pas encore trouvé pour parer à cette situation. Et je dis tonton, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'individus, en tant que parce qu'on a peur. En ce qui nous concerne, on ne peut que prier très fort parce que et puis nos politiciens devraient se remettre vite au travail pour régler cette situation parce que c'est pas fini, dit-il, sans savoir que le lendemain c'était son tour. Ouais. Et là, vous allez vous raconter dans le livre qu'il fait aussi un cauchemar. On en parlait il y a 2 minutes avec Nasser. Alors ça, c'était quelques mois auparavant, avant le mois de juillet, ce jour-là. En refaisant sa literie avec lui, il me dit « Qu'est-ce que je suis fatiguée depuis un certain temps. J'étais arrivée il y a quelques mois à dormir comme un bébé, depuis que ce prêtre africain m'aide dans la paroisse. Et là, il dit « Je suis fatiguée parce que je fais des cauchemars toutes les nuits, avec le même scénario tout le temps. Et je suis épuisée, je suis fatiguée. » Et alors, j'ai l'habitude, quand je sens que ça va devenir inquiétant, j'ai l'habitude de sortir une blague. Alors je lui dis, écoute, tonton, les cauchemars, c'est mon truc à moi. Pendant 20 ans, j'ai fait des cauchemars, donc dû à mes problèmes dans l'enfance. Et je lui dis, c'est mon truc à moi, tu vas pas me le prendre. J'étais nulle. J'étais nulle. Et donc, on a fini cette laiterie, et puis il est descendu. Puis je me suis dit, Roselyne, t'es nulle. Va falloir que je lui pose la question, c'était quoi le sujet qui le tourmente autant, et dont il se plaint alors qu'il se plaint jamais. Alors, j'ai attendu l'après-midi,
où, au cours d'une partie de Scrabble, je lui dis au fait, c'était quoi le sujet de ton cauchemar? Alors il me dit oh, maman, m'en parle pas. C'est toujours le même scénario. Toutes les nuits, je sors de l'église par la sacristie. Je me dirige vers le presbytère. Les deux galopins me courent après et m'agressent. Et il n'y a personne dans les rues pour me porter secours. Et il dit, ça fait des mois que ça dure. C'est fou quand même, hein. Vous faites toutes les deux... et donc, voilà, on en est resté là. J'ai pas voulu en parler à mes enfants parce que ils auraient été inquiets, ils ont déjà leurs problèmes de vie, donc j'ai gardé ça pour moi. Je disais pas que je ne le croyais pas, mais c'était tellement bizarre, et surtout qu'il m'en parle, parce que pour qu'il parle de quelque chose qui le concerne... toujours oui, c'est pas son habitude. C'est pas son habitude, voilà. Le 26 juillet 2016, à 9h du matin, Jacques va célébrer la messe, comme c'est tous les dimanches. Hein. Non, comme c'est tous les jours d'ailleurs. Il y a une petite messe et la grosse messe. Il y a un jour de semaine qui, en pleine semaine, c'était un mardi. C'était toutes les semaines comme ça. C'était un mardi. Après, c'était un samedi. Ça dépend des villes, ouais. Après, c'était le dimanche. Et entre deux, il y avait les baptêmes et les enterrements, bien sûr. Mais cette messe du matin, le mardi, c'était tout le temps. Vous, Nacera, le 26 juillet, il y a Adèle qui est là. Hein? Vous remarquez rien de spécial? Rien de spécial. Je me lève, il est 7h30 ce jour-là. C'était incroyable parce que c'était les vacances. Donc d'habitude, je me lève pas si tôt parce que pendant les vacances, j'ai pas grand-chose à faire. Donc c'est le principe des vacances, normalement. Plus tard, voilà, c'est ça. Mais ce jour-là, je me lève à 7h30 et j'entends la télévision en bas. Donc je regarde qui est en bas et c'est Adèle. Il est en train de regarder la télévision. Donc je lui dis, t'es déjà réveillé? Après, il m'a dit oui. Bon, je lui dis, ça va? Il m'a dit oui. Et voilà, je suis repartie, je suis remontée. Je suis retournée dans ma chambre. Rien de spécial, quoi. Rien de spécial, tout à fait normal. Et d'ailleurs, je me suis rendormie devant la télé. Et jusqu'à ce que le téléphone sonne, il était environ 9h30. Et c'est la commissaire qui m'appelle et qui me dit est-ce qu'Adèle est là? Donc moi, comme je savais pas trop combien de temps j'avais dormi, je lui dis oui, je viens de le voir, il est en bas, en train de regarder la télé. Elle me dit va voir. Donc je vais voir et je le trouve pas. Donc là, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Il est 9h30, 9h40 à peu près. Je lui dis pourquoi tu m'appelles? Elle m'a dit on a eu un attentat sur Saint-Étienne, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors, stupéfaite, j'en crois pas, je crois pas ce que j'entends. Mais je lui dis et pourquoi tu m'appelles? Tu penses que c'est Adèle? Après elle me dit je sais pas, pour l'instant j'ai pas d'autres informations, mais je te rappelle. Et donc elle raccroche, j'allume la télé. C'était la même commissaire que vous aviez appelée à l'époque. Oui. Vous la connaissez, quoi. On a lié d'amitié, on s'appelait très souvent. Et donc j'allume la télé et là je vois en boucle sur les chaînes d'infos attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin bref, je regarde en me disant mais non, c'est pas possible, ça peut pas être Adèle. Ça c'est impossible, c'est impossible. Vous cherchez chez vous là, il est nulle part. Je regarde partout dans sa chambre, dans la salle, dans le salon, il y a personne. Voilà. Et donc il est bien sorti. J'essaye de l'appeler sur son téléphone, ça répond pas. Je lui laisse un message. T'es où? Voilà. Et c'est un message qui est jamais arrivé. Ah, c'est vrai? Ouais. Il n'a jamais rallumé son téléphone? En fait, je crois qu'ils ont cassé leur téléphone à l'intérieur de l'église. Donc, parce que quand ils ont filmé, ils ont posté ce qu'ils avaient filmé, mais c'est jamais parti. Ils ont cru que c'était parti, mais c'est jamais parti, et ils ont cassé leur téléphone à ce moment-là. Ah, ils avaient... Ils avaient filmé. Mais c'est jamais parti, parce que je pense que l'église, avec les murs qui sont très épais, il n'y avait pas de connexion. Vous étiez, Roselyne, vous étiez au presbytère, vous dormiez, vous étiez réveillée. Comment vous allez apprendre qu'il se passe quelque chose d'abord? Le matin, nous entendons mon frère se lever très tôt. Il a l'habitude d'être tout seul, donc il est assez bruyant. Il ouvre les volets, il claque les volets, et il monte faire sa toilette. Et puis, on se dit, sans se concerter, mais on a pensé la même chose,
On va pas aller l'embêter, prendre notre déjeuner avec lui. Il a l'habitude d'être tout seul. On va attendre qu'il revienne et puis on prendra une bonne tasse de café quand il va revenir de la messe. Donc on reste sous la couette. Et on a bien regretté d'ailleurs. Hein. Et donc on entend le portail qui grince, qui s'ouvre. Et voilà, on l'imagine, il s'en va direction l'église pour sa messe du mardi. Et à partir de ce moment-là, bon, depuis un petit moment, on entendait le bon café, l'odeur du bon café qui montait. Et donc, on est descendu et il avait été chercher du bon pain frais, mis le beurre, la confiture, les bols, enfin, tout nous attendait, il avait préparé. Et puis, joyeusement, on déjeune tous ensemble dans la cuisine. Mes 2 petites filles vont dans la salle à manger avec leur tasse de déjeuner devant le dessin animé. Et à un moment, le téléphone sonne. Moi, je réponds pas d'habitude parce que je peux pas renseigner les gens. Je suis jamais là. Alors, le téléphone ressonne et une de mes petites filles me dit « Alors, mamie, c'est quand tu réponds au téléphone? On comprend rien à la télé. » Oh, bon, allez, je vais y aller. Un enfant devant un dessin animé, ça peut s'énerver. C'est sérieux quand même, hein. Surtout avec le petit bol du déjeuner, bien confortable. Et donc, je prends le téléphone, j'entends bonjour, madame, je suis bien au presbytère de Saint-Étienne-de-Rouvray. Oui, monsieur. Pouvez-vous me donner la certitude, me confirmer la rumeur qu'il y a une prise d'otage à l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray? Alors là, je fais la grimace. Voilà, on s'apprêtait à passer vraiment des temps agréables. Dès le matin, on nous envoie une blague. Je lui dis, monsieur, qui que vous soyez, je vous félicite pas. Si c'est une blague, j'apprécie pas. Par contre, mon frère, dans une demi-heure, sera revenu. Vous n'avez qu'à retéléphoner et il vous répondra. Et mais c'est pas la peine, vous m'avez donné la réponse. Pendant des mois, je me suis demandé quelle était ma réponse. Et en fait, oui, j'ai fini par comprendre que, puisque je lui disais que mon frère allait rentrer dans une demi-heure de cette église, et qu'il y avait la rumeur qu'il y avait une prise d'otage, il était certain que mon frère était dedans, dans cette prise d'otage. Mais j'ai mis des mois, hein, ça m'a travaillé. Alors, sur ce, bien que j'ai pris cette information pour une blague, je retourne dans la cuisine et j'informe mes enfants. Je prends ça pour une blague, mais j'ai quand même l'estomac qui commence à se retourner. Donc, je vais aller voir à l'église, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher Jacques. Donc, ma grande fille me dit, écoute, attends, je vais t'ouvrir le portail. Donc, je mets vite, l'angoisse me monte. Je mets mes baskets en savate, je mets ma surchemise boutonnée mardi et mercredi. Et voilà. Et ma grande fille ouvre le portail. Elle regarde des moments, c'est pas la peine. C'est noir de monde. Au bout de la rue, tu pourras pas passer. Qu'à cela ne tienne, je vais chercher Jacques. Et donc, ma grande fille, Angélique, me dit, maman, je vais avec toi. Et arrivée au milieu de la rue Lazare Carnot, on voit des militaires mitraillettes au poing qui ferment les magasins et m'arrêtent dans mon élan de courir vers l'église et me dit madame, vous n'allez pas plus loin. Je dis si, c'est mon frère qui est dans l'église, c'est mon frère, je vais le chercher. Qu'à cela ne tienne, vous n'irez pas plus loin. Si, alors je lutte. Alors vous voyez, c'était un militaire genre rugbyman, avec ma petite taille. Costaud. Mitraillette au poing. Vous rentrez là, vous vous enfermez avec le patron de cet établissement et vous n'en sortirez que quand on vous le dira. Ma fille me dit, maman, c'est pas la peine d'assister, hein, il faut oublier. Alors qu'à cela ne tienne, oui, on va s'enfermer dans le garage des pompes funèbres. Pendant 2 heures, nous avons... les pompes funèbres en plus. Ah ouais, en plus les pompes funèbres. Et nous sommes pendant 2 heures adossés aux chambres funéraires. Donc vous êtes dans les pompes funèbres, donc ils vous enferment? Oui, et donc ils ont une grande cour, après ils ont un grand garage, donc on était enfermés dans ce grand garage. Il y avait plein de gens? Ah non, on était toutes seules, on était avec le patron, puis une employée qui faisait des allées et venues, le patron qui était toujours au téléphone, qui nous disait « je peux vous rien dire, je peux pas vous dire quelque chose, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit ».
Donc, on nous a distribué des cafés, des cafés, des cafés. Et Jusqu'à quelle heure? Pendant 2 heures. On est ressorti, on est ressorti à midi, en fait. Et quelques mois plus tard, quand je raconte, ma grande fille, elle me dit, te connaissant, tu as été silencieuse pendant 2 heures. Te connaissant, j'ai pensé que tu pèterais un câble avant ça. Et c'est vrai, j'ai resté silencieuse parce que j'étais confiante. Je me disais, qui peut faire du mal à 3 religieuses, des personnes âgées, il n'y en a pas beaucoup, et un prêtre qui peut faire du mal à des gens comme ça. Donc ils vont revenir, sains et saufs. Ça, c'était évident. J'étais sereine, donc patiente, 2 heures quand même. Et bien que les cafés commençaient à m'énerver. Et puis au bout de 2 heures, on dit, ça va, vous pouvez sortir. Mais asseyez-vous là quelques minutes sur l'appui de fenêtre de la cour. Alors là, je commence à rouspéter. C'est pas suffisant qu'on a attendu 2 heures, faut encore attendre quelques minutes sur l'appui de fenêtre. Là, je commençais à m'éclater. Et ma grande, elle dit, maman, c'est tout sur 5 minutes, calme-toi. Vous, pour l'instant, vous êtes dans les pompes funèbres, vous n'entendez pas de coups de feu, de cris, de quoi que ce soit? J'avais entendu des coups de feu. D'où ils venaient, si c'était les policiers qui tiraient ou si c'était vous saviez pas, quoi. les jeunes gens qui avaient pris en otage mon frère, je savais rien du tout. Et donc, arrivé dans la cour, il y a 2 policiers, 2 pompiers secouristes qui s'amènent vers moi et ma fille, et ils restent là sans rien dire. Alors ils se présentent, voilà, on est des pompiers, on est 2 personnes présentes spécialement dans les catastrophes, on est là pour vous. Et puis c'est tout. Arrive un autre homme grand, avec un tablier blanc, taché de sang, qui reste aussi devant moi, devant nous. Sans vous parler, vraiment? Sans nous parler. Et arrive aussi une qui l'accompagne, un médecin avec sa mallette, un stéthoscope au cou. Du coup, je me suis dit, vu que j'ai 76 ans, ça peut leur paraître vieille. Donc, ça peut leur paraître. Hein. Mais ils pensent que j'ai des problèmes de santé, que j'ai été perturbée, donc ils veulent voir, quoi. Alors, je leur dis, si c'est pour moi que vous êtes venus, c'est pas la peine, hein, je me porte très bien. Mais pourquoi vous êtes là? Si c'est fini, pourquoi vous m'avez pas rapporté mon frère? Et ils parlent pas. Toujours pas. Ils vous répondent pas? Non, ils me répondent pas. Ils sont tous les 4 devant nous, bouche bée. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va pas ou pas encore? Alors je commence vraiment à m'énerver et je leur dis mais bougez-vous. Pourquoi vous êtes là à nous regarder? Qu'est-ce que vous venez faire? Allez chercher mon frère. Et je commence. Maman, calme-toi, calme-toi. Bon, elle me dit ma grande. Et arrive tout de bon une jeune employée des pompes funèbres, qui j'ai su par après que c'était pas son rôle de m'annoncer cette mauvaise nouvelle, mais personne n'avait voulu prendre la responsabilité de nous annoncer. Donc, c'est 4 personnes devant moi qui disaient rien. Et je pense que cette jeune employée, pour qui c'était pas le rôle de le faire, s'était mis en condition. Et je la revois encore arriver, tout de bon. Bon, voilà, c'est terminé. Il y a 2 personnes qui ont été atteintes. L'une est à l'hôpital, l'autre est morte. C'est votre frère. Aussi simplement que ça, mais voilà, pour moi, j'ai reçu ça comme si quelque chose éclatait en moi, quoi. Un boulet de canon qui me rentre dans les entrailles. Et je dis, je me mets à hurler le nom de mon frère, comme si qu'il puisse m'entendre et puis qu'il peut revenir. Et ma grande fille dit, maman, arrête s'il te plaît, arrête d'hurler, ça fera pas revenir tonton. Arrête s'il te plaît. Et l'infirmière dit, écoutez, si votre maman elle doit hurler 2 heures, vous la laissez hurler 2 heures. J'ai quand même pas hurlé 2 heures parce qu'à un moment, j'ai senti une grande douleur dans ma poitrine et je pouvais plus parler, bientôt plus respirer, voilà. Et à partir de là, on nous a emmenés dans la cellule de crise. Ça ressemble à quoi, une cellule de crise? La mairie a mis une salle tout à fait dans l'arrière-plan où
nous étions en sécurité et pour qu'on se pose et qu'on nous apporte à boire, à manger, pour peu qu'on ait faim ou soif, mais bon, c'était du superflu. Et puis recevoir des personnalités qui venaient nous faire leurs condoléances, notamment le président de la République, M. Hollande, et M. Cazeneuve, pour lequel j'ai pas porté aucune attention. J'étais dans une bulle de souffrance, mes mains dans les mains du pompier qui m'a pas quitté pendant 5 heures, et jusqu'à temps que je retrouve les pieds sur terre. Il vous explique ce qui s'est passé en détail, le nombre de gens qu'il y avait dans l'église, qu'il y a une personne qui a été blessée. Il vous donne tous les détails après? On ne sait rien du tout. On n'a pas de détails pendant toute la journée. Et moi, comme je suis restée longtemps dans ma bulle, après, mes enfants qui m'entouraient, parce qu'ils sont tous venus, ceux qui étaient en vacances ou au boulot, et ils sont revenus dans la journée. Donc, ils étaient tous là. Et eux ont cherché des informations. Que j'étais pas capable de capter parce que j'étais dans une bulle longtemps. Donc en fait, c'était à la fin de la messe, il y avait 5 personnes avec lui dans l'église en tout, un couple et 3 religieuses à l'intérieur, ils ont tous plus de 70 ans, donc c'était des personnes âgées, vous le disiez, et donc 2 jeunes cagoulés qui sont rentrés, donc c'est Adel Kermiche, donc votre fils, et Abdel Malik Petitjean qui rentrent dans l'église et qui vont donc menacer le prêtre et les personnes qui sont là. Est-ce que vous avez su comment réagit votre frère, ce qui s'est passé exactement dedans? Oui, parce que les religieuses, après un certain temps, hein, parce qu'il a fallu que le choc et la peur, le choc émotionnel et la peur, il fallait du temps pour digérer tout ça. Donc après, ils ont quand même raconté. Et la réaction de mon frère comment dirais-je, c'est surtout ce qu'il a dit face à ces 2 jeunes qui menaçants. Il a lutté parce que il voulait le mettre à genoux, il a refusé de se mettre à genoux. Il a lutté de ses maigres bras, de ses maigres jambes, de ses pieds, de se défendre, de se mettre à genoux. Et les religieuses, il a eu la force de dire sur la tête de ces 2 jeunes, par 2 fois, « Va-t'en, Satan ». Et je pense que ça, c'est un moment fort de cette force de dernier moment de sa vie, où il savait que quelques minutes après, il allait subir, il savait comment il allait subir. Souvent, il me racontait l'histoire des prêtres de Tibérine. Et donc, il savait, et qu'il ait eu la force de dire pour ces jeunes, dessus de leur tête, « Va-t'en, Satan », pour chacun d'eux, sachant que les secondes suivantes, ils subiraient ce sort de martyr. Qu'est-ce que ça veut dire, va-t'en Satan? C'était comme s'ils étaient possédés pour lui? Oui, pour mon frère Jacques, un esprit mauvais les habitait, c'est-à-dire l'esprit du mal. Parce que s'il y a l'esprit du bien, pour nous que l'esprit du bien nous habite, il y a aussi l'esprit du mal qui peut aussi nous habiter. On n'est pas parfait, on est des humains. Donc quand l'esprit de faire des choses mauvaises et meurtrières nous habite, voilà, c'est l'esprit du mal qui a emprunté notre esprit et notre critique et la façon de penser par soi-même. Il va être égorgé au couteau devant l'autel, hein, c'est ça qui va se passer. Guy Coponnet, un des fidèles qui va être présent ce jour-là, va être blessé aussi grièvement de plusieurs coups de couteau. La police va finir par lancer l'assaut et abattre les 2 terroristes. Comment vous l'apprenez, vous que c'est votre fils qui est vraiment impliqué? Là, vous aviez eu un coup de fil, assez rare au départ, de la commissaire de police qui vous dit « Est-ce que c'est lui ?» Et puis, vous n'êtes pas sûr, il répond pas au message. Comment vous apprenez? Déjà, je demande à ma fille d'aller voir sur place. Donc, elle prend son scooter, elle y va. Elle me dit « C'est noir de monde, je peux pas passer. » Elle a essayé, mais elle m'a dit « On me laisse pas passer. » Donc, je lui ai dit « Bah, tu rentres. » Et puis, je rappelle la commissaire de police pour lui demander.
Je lui dis alors, est-ce que tu as des nouvelles? Elle me dit non. Et puis je rappelle à nouveau. Je lui dis je viens aux nouvelles. Qu'est-ce que tu as à me dire? Elle me dit ton fils il est habillé comment? Donc je lui ai dit il était habillé avec son camis noir et avec une chachilla, enfin un bonnet de prière et des baskets bleues. Donc elle me dit, et je lui dis alors, est-ce que c'est lui? Elle me dit je sais pas, mais je pense qu'à ce moment-là elle le savait. Elle savait que c'était lui et elle voulait pas me le dire en fait, c'est tout, parce que elle voulait pas me dire ça au téléphone. Donc elle me dit appelle tes enfants, dis à tes enfants qu'ils soient tous là autour de toi. Donc moi ce que je fais c'est que j'appelle mes enfants, je leur dis vous venez à la maison, j'appelle ma mère. Ça c'est la commissaire qui dit ça? Oui, parce qu'elle sait que vous sentez que ouais, elle sent qu'il y a quelque chose. Et puis il y a un journaliste qui vient taper à la porte. Et il y a ma fille qui ouvre et il commence à dire je suis journaliste et elle vient pour refermer la porte et mon autre fille lui dit non attends. Donc elle ouvre la porte et elle lui dit vous êtes là pourquoi? Et il lui dit je suis journaliste et j'étais sur la place de l'église et j'ai entendu le nom de Kermiche. Donc là on commence à se dire là ça sent pas très bon. Il est vers 11h, 11h30 à ce moment-là. On se dit, on va pas paniquer, on va attendre jusqu'à 12h30 pour être sûr, parce que on avait encore espoir que ce soit pas lui et qu'il rentre. Et arrivé à 12h30, on se doutait que c'était ça, puisqu'il est pas rentré et que ça a sonné. Le dispositif a sonné. De quoi le dispositif? Ah oui, enfin, le petit bracelet électrique. Pas le bracelet, le boîtier. Elle était reliée au truc. Et Anissa a pris le téléphone, elle a pris l'initiative d'appeler et de leur dire voilà, mon frère est pas rentré, il est 12h30, est-ce que vous savez où il est? Et ils lui ont dit oui, pourquoi il a fait ça? On l'a tué. Et ma fille a fait quoi? Et elle a commencé à crier. Et ils lui disent non, c'est bon, on n'a rien dit. Ils voulaient pas. Vous la prenez comme ça en fait? En fait, on n'était pas sûr encore, hein. Mais il y avait déjà des soupçons. Et quand on a eu vraiment la confirmation, c'était au commissariat de police. Quand ils nous ont entendus, la commissaire la policière, c'était pas la commissaire. La policière me dit est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Et je lui ai dit oui, mon fils est impliqué apparemment dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais j'en sais pas plus. Après elle m'a dit oui, il est impliqué. Et il est mort. Voilà. Et vraiment froidement, hein, très très froidement. Ils sont chez vous là? Les policiers? Oui. Non, ça c'était après. Ah, après la perquisition. Là, au moment de la perquisition, moi je sais pas si mon fils il est mort ou vivant. Je sais pas encore. La perquisition c'est avant alors, c'est ça? Oui. Ils arrivent et ils fouillent la maison. Ils vous donnent pas d'infos? Non, ils me disent pas que mon fils est mort. Alors pour moi, il est pas mort. Ils l'ont emmené en prison ou je sais pas, mais il est pas mort. C'est après que j'ai eu la confirmation qu'il était mort. Comment c'était par téléphone, vous dites? Non. Non, c'était face à face avec la policière qui nous a interrogés le soir. C'était le soir. Vous la prenez que le soir? Ouais. Au début, on nous a rien dit. Et comme les policiers sont arrivés vers le coup de 15h, 15h30 à peu près pour la perquisition. Donc ils ont perquisitionné la maison, ils ont tout fouillé, tout vidé, tout voilà. Et ils nous disaient rien. C'était des gens cagoulés avec des mitraillettes, des lasers qui sortaient de leurs armes, qui nous visaient sur la tête, qui nous visaient des chiens. Enfin il y avait voilà quoi, c'était la guerre. À la maison, c'était la guerre, quoi. Vous allez voir les images sur les chaînes d'infos toute la journée? Toute la journée qui tourne. Vous voyez les corps des deux terroristes floutés, non? On nous montre pas ça au début. On dit que Adel est impliqué, mais il parle pas comme quoi qu'il est mort. Au début, il parle pas de ça. Il donne pas les détails. Et puis moi, vu qu'il y avait la perquisition, j'étais occupée, je pouvais plus regarder la télé. On nous a pris nos téléphones, donc pareil, on n'a pas d'informations sur le téléphone. On nous a tout pris. Et je vous dis, la confirmation, c'était le soir.
on se doutait qu'il était impliqué, on se doutait que il n'était pas là, donc il était avec quelqu'un quelque part. Mais on savait pas qu'il était mort. On a su plus tard que c'est Abdelmalik Petitjean, donc son complice, qui a tué Jacques. Qui a tué Jacques Hamel et qui a blessé Monsieur Coponnet. Ça vous a soulagé, ça ça m'a soulagé. C'est pas ça qui fait revenir personne. Voilà, exactement. Mais je sentais au fond de moi que ça pouvait pas être mon fils qui avait tué. Même si c'est lui qui a organisé, c'est lui qui a préparé et tout, mais je sais pas, j'arriverai pas à expliquer parce que il est pas là, il pourra pas confirmer. Mais je pense que Adèle, il voulait se montrer, il voulait être au devant de la scène, mais tuer quelqu'un, je pense pas. Faire un truc, comme il disait, un truc de ouf, mais pas tuer quelqu'un. Vous, Roselyne, ils vont vous laisser rentrer dans l'église après ? Vous dites, vous avez pu avoir la cellule de crise. Est-ce qu'ils vous font rentrer dans l'église ? Est-ce que vous pouvez... Non. Pendant une semaine, les policiers étaient autour de l'église pendant plus d'une semaine. Personne ne pouvait rentrer. Et le jour, moi, par 3 fois, j'ai demandé à aller à l'église pour prendre mon frère dans mes bras avant qu'il l'emmène. Il a quand même été... Son corps est resté une semaine ? Non, son corps est resté jusqu'à 7h du soir ce jour-là, dans l'église. Donc, dans la cellule de crise, par 2 fois, il y a quelqu'un qui est venu avec un plan de l'église pour me demander si je connaissais des endroits où il pouvait y avoir des bombes déposées. Et donc, ces 2 fois-là, je lui ai dit, vous pouvez vous retourner à l'église, vous pouvez m'emmener. Il me dit, non, je peux pas vous emmener. Mais j'ai dit, enfin, mais pourquoi ? Et donc, il est parti et quelqu'un d'autre, encore un policier, est revenu, me posant d'autres questions sur les différentes positions de l'église, où il pouvait y avoir des coins où auraient été cachés des explosifs. Et je demande, est-ce que je peux revenir avec vous, retourner à l'église avec vous ? Je voudrais prendre mon frère dans mes bras. Et il me dit non aussi, parce que souvent, les terroristes mettent des bombes sous les vêtements, et quand on veut s'en occuper de ces corps, ça nous éclate à la figure. Donc, nous, c'est notre métier, mais vous pas, et on n'a pas le droit. Et donc, et le soir, mon fils aîné me dit, maman, c'est presque 7h du soir, on attendait des voitures non balisées pour être cachées dans un hôtel. Et il me dit, avant qu'on parte, il y a l'expert psychiatre qui va venir nous parler. Ils vous ont caché, vous, dans un hôtel ? Le maire a cherché un hôtel pour cacher toute ma famille, jusqu'aux obsèques, parce qu'on pouvait plus rentrer au presbytère, du tout. Et on était même embêtés parce que j'avais des membres de ma famille qui avaient des médicaments importants. Et donc les vêtements, c'est pareil. Donc il y a du monde devant. Au portail, il y a tout de suite eu des fleurs, des montagnes de fleurs au portail. Et pourquoi ils vous ont mis à l'hôtel ? Parce qu'on ne pouvait plus rentrer dans ce presbytère tant qu'il n'avait pas été surveillé pendant certains jours pour être certain qu'il n'y a pas des explosifs dans une chambre, dans une salle, dans une toilette. Et puis chercher aussi s'il y avait d'autres choses cachées. Donc être caché dans un hôtel pour nous protéger des journalistes. La psychiatre, mon fils me dit, elle va venir nous parler avant qu'on parte à l'hôtel. Et donc elle nous rassemble et elle nous dit, je suis venue vous dire pourquoi vous appreniez par les journaux pour savoir comment votre frère a perdu la vie. Il a perdu la vie à l'arme blanche. Et moi, je reste impassible, parce que moi, ça faisait pas de différence. C'était mort, quoi. Et elle me dit, vous savez ce que c'est qu'une arme blanche ? J'ai dit, oui, madame, mais ça change rien, il est mort. Et je dis, et il est où, mon frère, maintenant ? Il dit, il était encore sur les marches. On va l'emmener
à la chose scientifique. Parce que je dis, en plus, faut que Parce que c'était à l'extérieur de l'église? Non, dans c'était l'église. dedans. Mais oui, sur les marches de l'hôtel. Sur les marches de l'hôtel, voilà. Et au pied de l'hôtel, en fait. Hein. Et donc, elle me dit, il est encore là, mais on va l'emmener à la chose scientifique pour... je dis, parce que vous savez de quoi il est mort. Faut en plus voir s'il est pas mort d'autre chose, quoi. C'est pas un peu ridicule? Enfin, je râle, je me défoule. Et puis... je dis, du coup, puisqu'il est encore dans l'église, est-ce que je peux venir avec vous? Elle me dit non. Je n'ai pas le droit. Et ça a été vraiment très, très... Très dur. Très, très dur, parce que j'aurais quand même voulu, comme si je l'accompagnais jusqu'au dernier moment, j'aurais voulu le tenir dans mes bras pendant que son corps était encore chaud. Et non, ça n'a pas été possible. Et donc, ça, je l'ai dans mon cœur, là. C'était une violence en plus. Oui, c'est ça. Et voilà, donc moi, je ne suis pas allée à l'hôtel parce que j'ai une sœur dans la région et comme elle était seule, je me suis dit, bon, je ne vais pas la laisser, je vais vivre avec elle ces quelques jours. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui ont été à l'hôtel jusqu'à la veille des obsèques où on s'est préparé pour ces obsèques. En fait. Vous dites qu'il y a eu une très grosse médiatisation et que vous avez l'impression qu'on vous prenait un peu votre frère. Oui, au début, on a une réflexion curieuse, mais maintenant, on sent que c'est un peu normal. Mais cette réaction curieuse, le lendemain matin, quand nous sommes levés, que ce soit mes enfants à l'hôtel où il y avait la télé ou moi chez ma sœur, des gens parlaient de mon frère, de tous les coins du monde. Et alors que mon frère était très discret, très humble, assez effacé, moi je le voyais vraiment briller que quand il était dans son église et qui chantait et qui faisait une homélie et que voilà, je le voyais briller comme ça. Mais hors de l'église, non, il était tellement discret, tellement humble qu'il soit mis en lumière dans les 4 coins du monde entier, ça me semblait bizarre. Et avec ma sœur, et puis mes enfants ont fait la même réflexion dans leur hôtel. Mais qu'est-ce qui se mêlent, tous ces gens? Ils connaissent pas, ils habitent au bout du monde, même des gens importants d'autres pays, puis des gens lambda qui... Il y a des politiques qui étaient là, c'est ça? Le lendemain à la télé, on parle de mon frère. Et donc je me dis, mais de quoi ils se mêlent, tous ces gens? La plupart, ils ne connaîtront jamais. Ils habitent en Afrique, en Autriche, au Canada. Ils l'ont jamais connu, puis maintenant ils le connaîtront jamais. Mais pourquoi qu'ils parlent de lui? On n'en comprenait pas, puis on n'admettait pas, en fait. Et puis c'était tellement étonnant qu'il soit mis en lumière le lendemain de ce drame, alors qu'il a toujours été discret. Les photos, même nous, quand on voulait le prendre en photo, vous m'enquiquinez avec vos photos. Heureusement qu'on a pris des photos. Mais voilà, il était hors de ça. Mais être mis en lumière, c'était pas son truc. Et puis c'était pareil à l'enterrement, aux obsèques. Avant les obsèques, on a eu du mal. On avait l'impression qu'il volait notre deuil, que c'était notre deuil, c'était notre tonton, c'était notre frère. Et donc pendant quelque temps, on a été en colère. Mais on comprenait pas. On a compris seulement quand c'était les obsèques. Parce que déjà que Monseigneur Lebrun veuille faire les obsèques à la cathédrale, lui que mon frère était tellement simple, je lui dis non, ça, il va pas aimer. On peut pas faire ça. Elle me dit pourquoi? Je dis il va pas aimer. Il me dit, là où il est maintenant, et avec ce qu'il a subi, il y a bien droit à cet honneur. Donc, et alors, dans la cathédrale, avec tous mes enfants, quand j'ai vu cette cathédrale pleine, mais il n'y avait plus de place, et dehors, avec les écrans qu'il y avait dans la cathédrale, j'ai vu il y avait autant de monde dehors, une foule cosmopolite, sous les parapluies, une cérémonie qui a duré 2h30. Là, on s'est dit, notre frère, c'est le frère de tout le monde. Et à partir de là, on a accepté. Et après, avec mes enfants, on en a discuté.
on a eu la même réaction. Tonton est devenu un frère universel. Est-ce qu'il vous a laissé un mot, Adèle? Oui. Un mot que j'ai trouvé presque un mois plus tard. En fait... Un mois plus tard? Un mois plus tard, oui. Pourtant, j'avais fouillé, hein. J'avais cherché, j'avais fouillé, mais j'avais pas fouillé au bon endroit. J'avais pas fouillé dans mon cartable. Et il l'a caché dans mon cartable, parce qu'il se disait, ma maman, vers 2 semaines avant la rentrée, elle va sûrement reprendre son cartable, et voilà, et c'est à ce moment-là que je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il avait marqué sur ce mot? Il avait marqué maman, je m'excuse pour le retard, ne me fais pas la gueule. Mais... Il pensait revenir? Ouais. Il pensait revenir, il pensait au fait que j'allais être en colère après lui, et il pensait être en retard. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait arriver en retard, qu'il n'allait pas rentrer à 12h30. Et voilà. Donc c'est un mot qui me travaille jusqu'à aujourd'hui encore. En me disant, je pense qu'Adèle, quand il est parti pour aller vers l'église, c'était peut-être pas ce qu'il avait pensé faire vraiment. C'était autre chose. Le couteau qui a servi... c'est les couteaux c'est votre cuisine? De cuisine. C'est les couteaux que j'avais dans mon tiroir. Vous avez reconnu, tiroir. on vous a dit, tiens, c'est votre couteau? Ouais. C'est tous les couteaux que j'avais dans mon tiroir. Et ce que je voulais dire aussi, parce que ça, je l'ai pas souvent dit, mais il savait où étaient les grands couteaux. Il le savait. Puisqu'on les cachait, on voulait pas que ça traîne dans la cuisine et ça. Ce qu'il a pris, c'est des petits couteaux de, je crois, 15-18 cm. Pas la lame, hein. Le couteau entier faisait entre 15 et 18 cm. Mais il y avait des grands couteaux. Et il n'est pas allé chercher les grands couteaux. Donc ça veut dire, je sais pas, pour moi ça veut dire quelque chose. Votre nom va être dans les journaux. Vous disiez, avant Roselyne, tout le monde s'accaparait un peu le nom, etc. Vous, il y a votre nom qui sort aussi, Oui. Mais du côté des terroristes. Est-ce que vous allez subir ça, en plus du deuil, parce que ça reste votre fils? Ouais. Quand le nom sort, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Hein. On se dit, c'est fini, on va plus vivre, on n'aura plus de travail, on va être lynché sur la place publique, on va nous rejeter de partout. Mes enfants avaient leur travail, je me suis dit c'est fini, ils n'ont plus de carrière, plus de travail, plus rien. Et oui, les 4 autres bossent. À part mon fils qui est autiste, qui bossait pas du tout à ce moment-là, mais les autres, oui, avaient chacun leur travail. Et pour moi, c'est fini, on n'avait plus de travail. À partir du moment où on faisait partie de la famille d'Adèle Kermiche, c'était terminé. Et je suis restée un certain temps comme ça à penser que on n'allait pas être accepté, que ça allait être difficile pour nous et tout. Et je me suis complètement trompée parce que mon proviseur m'a appelée juste avant la rentrée pour me demander ce que je voulais faire. Déjà, surprise totale d'avoir le coup de fil de mon proviseur. Et donc, je lui ai dit, sur le coup, j'étais tellement surprise que je lui ai dit, je sais pas ce que je veux faire, est-ce que je veux reprendre, est-ce que je veux pas reprendre. Et mes filles qui m'ont entendu parler au téléphone, quand j'ai raccroché, m'ont dit, mais maman, mais tu peux pas ne pas reprendre. Faites quoi comme travail? Je suis enseignante. Ils m'ont dit, tu peux pas ne pas reprendre, tes élèves t'attendent. Tes élèves t'attendent, il faut que tu reprennes. Et moi, je me disais, ça va pas être possible, c'est pas possible. Tout le monde va me regarder, tout le monde va. J'avais tellement peur. Et le jour de la rentrée, j'arrive en salle d'épreuve, donc il y avait pas encore les élèves, parce que les élèves arrivent toujours un jour après. Donc déjà, il y avait mes collègues. Et quand je suis rentrée dans la salle des profs, il y a une de mes collègues qui m'a pris dans ses bras. On s'est mis à pleurer. Et toutes les autres sont venues derrière et nous ont pris dans leurs bras. Elles le savaient toutes? Tout le monde le savait, ouais. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait et tout le monde me dit... c'est après, hein, ils m'ont raconté, ils m'ont dit... quand on a entendu... on n'était pas sûr que c'était toi, parce qu'on pensait qu'il y avait d'autres Kermiche aussi. Mais quand on a su que c'était toi, on s'est dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. Les élèves le savent pas? Non. Non. Alors, à ce moment-là, certains élèves le savent parce que c'était des amis d'Adèle. J'avais des élèves qui étaient des amis d'Adèle. Donc, eux le savent et viennent me voir dans les couloirs en me disant « Madame Kermiche, on connaissait Adèle, on sait que c'était quelqu'un de bien. Courage, voilà, on sait ce que vous vivez et tout ça. » Mais pas tous les élèves. Tous les élèves n'étaient pas au courant. Donc, quand je me retrouvais dans cette classe-là, où je sais qu'Adèle connaissait ces élèves-là, j'étais un peu gênée, parce que je me disais, ils sont au courant, mais ils me rassuraient tout le temps. Ils me rassuraient en étant très sage, très scolaire, alors que d'habitude, ils font des bêtises, hein, vous connaissez les élèves, ils bavardent. Ouais, très doux. Voilà. Là, pour ne pas m'énerver, pour ne pas me bousculer, ils ont été très gentils, très sages, très... Comment vont se passer les obsèques de votre fils? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont pas être autorisés? Est-ce que ça va être... Comment ça va s'organiser? Alors, les obsèques, ça va être vraiment un cercle restreint de la famille, avec mon mari, mes enfants, ma mère, mes frères, mes beaux-frères. Mais c'était une quinzaine de personnes. Et on n'avait pas le droit de plus. On ne pouvait pas être plus. Il y avait des gens qui contrôlaient? Oui, on nous a dit, les pompes funèbres nous ont dit qu'ils autorisaient 15 personnes. Donc voilà. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait l'enterrer. Parce que à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était pas possible. On se posait la question, où est-ce qu'on va bien pouvoir l'enterrer? Et... j'ai ma belle-sœur qui avait acheté une concession et qui me propose de me donner sa concession. Donc elle me donne sa concession pour enterrer mon fils. Donc grâce à elle, on a pu enterrer mon fils sur Paris. Donc sinon, on allait le mettre dans le jardin et puis voilà quoi. On n'avait pas d'autre solution personne n'acceptait de l'enterrer. Comment ça va se passer dans votre tête à vous? Après tout ça, vous allez lui en vouloir, vous allez être triste, évidemment. Est-ce que vous allez passer par plusieurs phases? Comment ça se passe? Il y a la phase colère, parce que je me dis, il était jeune, il a gâché sa vie. Il s'est mis dans une histoire incroyable, sur un drame pas possible, quelque chose d'aussi dramatique. Ça lui ressemblait pas, c'était pas son genre. Et je lui en voulais parce que je me disais, il nous a mis aussi dans les problèmes. Comme je vous disais au début, je pensais qu'on allait nous rejeter, que c'était terminé pour nous. Donc je me suis dit, voilà, Adèle, tu nous as mis dans des gros problèmes, on ne sait pas comment on va faire. Et puis par la suite, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, en fait, il s'est fait manipuler, il a été manipulé du début à la fin, comme une marionnette, par des personnes qui eux, sont bien placées et ils l'ont dirigé là où ils voulaient qu'il aille. Voilà. On va en parler après. Juste, je voudrais parler, pour terminer, de votre rencontre. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que vous parliez toutes les deux, et puis vous rencontrez, écrire même un livre ensemble, Sœurs de douleur, je rappelle, chez XO Éditions. Là, on parle d'une partie, mais vous avez beaucoup de détails dedans, voilà, chez XO Éditions. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. C'est plus qu'à cliquer dessus, comme ça vous pouvez le commander direct si vous voulez lire toute cette histoire, ou alors en podcast audio dans la description de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, peu importe laquelle, il y aura sur Spotify, Deezer, etc. Il y a tout ça à chaque fois dans la description. Vous pourrez retrouver l'histoire complète dans le livre. Qui va décider de contacter l'autre? Comment ça va se passer? Eh bien, moi, évidemment, ça s'est pas fait en un seul jour, cette décision. En rentrant chez moi après les obsèques, tout seul sous mon toit, chacun de mes enfants regagnait leur vie avec la même souffrance que je portais, parce que leur tonton, c'était quelqu'un de précieux. Et donc, toute seule sous mon toit, je me disais, comment je vais continuer à vivre après, avec cette douleur, et après cette vaine vie de tonton, de la sorte. Quel sens aura ma vie?
Et donc, chaque jour, je méditais, je parlais toute seule. Il y aurait eu des gens qui ouvrent la porte pour me rendre visite. Ils auraient dit aux gens, Madame Hamel, elle vient folle, elle parle toute seule. Et ça se fait pendant plusieurs semaines. Et un jour, je me suis dit, mais bon sang, qui peut souffrir plus que moi? Et à cette question, pas de réponse, parce que une souffrance, quelle que soit la source, c'est toujours une souffrance. Et quelques jours après, je me suis dit, mais en fait, si moi, mon fils, j'ai 2 garçons, l'un d'eux avait fait cette sorte d'horreur sur un prêtre, quelle serait ma douleur? Et du coup, là, j'ai tout de suite pensé à cette maman, Madame Kermiche. Quelle était sa douleur? Et je n'avais pas besoin de poser la question, j'imaginais, en tant que maman, le manteau de culpabilité qu'elle pouvait porter en plus de sa douleur, et des regards de mépris qu'elle devait supporter, sûrement. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver un chemin pour la rencontrer. Ce fut d'abord par le téléphone, où de semaine en semaine, nos conversations... Vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelé. Comment vous récupérez son numéro? Enfin, comment vous êtes mis en contact? Eh bien, j'étais de passage à Saint-Étienne-de-Rouvray. Au bout d'1 an, il y a le journaliste un petit journaliste de la région qui publie chaque mois un journal sur les Stéphanais et les fêtes et tout ce qui va se passer. Donc, comme il savait que j'étais là, il vient me voir et me dit j'aimerais bien, si vous bien m'accordez, savoir depuis 1 an passé comment vous vivez, maintenant avec votre douleur. Alors, on se donne rendez-vous, je vais à la mairie, et puis, du coup, dans ma conversation, je lui dis, vous connaissez cette famille, la famille Kermiche? Il me dit, oui, je connais bien cette famille. Et je dis, voilà, est-ce que vous pourriez m'obtenir le numéro de téléphone de cette famille? Mais surtout, dites-leur bien que je leur veux pas de mal. Je veux seulement parler. Et du coup, j'ai eu l'autorisation de téléphoner à Madame Kermiche par le biais de ce journaliste. Et c'est comme ça que ça a commencé, notre conversation de communication au téléphone, qui pendant des semaines ont pris un peu plus de temps chaque fois, jusqu'au jour où je lui dis est-ce que vous permetteriez que quand je passe à Saint-Étienne-de-Rouvray, que je vous rencontre? J'ai une petite question avant. Comment se passe le premier appel, Nacera, quand vous répondez, se présente, Roselyne? Alors, le premier appel, je m'attendais à l'appel, parce que j'avais donné mon numéro. C'était une collègue à moi qui m'avait demandé. Elle m'a dit, voilà, il y a un journaliste qui me demande ton numéro de téléphone. Est-ce que tu m'autorises à lui donner? Et donc, je lui dis, c'est pour faire quoi? Après, parce que franchement, je vous le dirais, franchement, les journalistes, j'essayais d'éviter au maximum. Je voulais pas raconter, je voulais rien. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille et que c'était pas facile. Et donc, elle me dit, non, c'est parce que c'est la sœur du père Hamel qui voudrait te rencontrer. Ah bah, j'ai dit, bah oui, tu peux lui donner mon numéro, je suis d'accord pour rencontrer la sœur du père Hamel. Parce que, en amont, j'avais essayé de rencontrer les sœurs qui étaient dans l'église, mais je m'y suis peut-être prise un peu trop tôt, parce qu'au bout de 3 mois, moi, j'ai voulu rencontrer les sœurs. Je voulais parler avec elles, je voulais savoir ce qui s'était passé, et je voulais savoir ce qu'elles avaient vécu, et leur demander pardon aussi, parce que mon fils et son complice leur avaient fait très peur, et elles étaient traumatisées par cet attentat, donc je voulais absolument leur demander pardon, mais j'avais pas pu rencontrer les sœurs qui étaient dans l'église. Donc quand on m'a dit que la sœur du père Hamel voulait me rencontrer, j'ai dit bah oui, bien sûr, je vous donne mon numéro, et donc elle m'appelle un dimanche matin. C'était un jour des rameaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce jour d'ailleurs. Et donc, dès que j'ai eu le numéro, j'ai pas tardé à téléphoner. Ouais. Ce fut une communication très courte parce que
Ouais. Nassera, à l'époque, ça se comprend, très, très fatiguée. Et de plus en plus, disons qu'à peu près tous les 15 jours, je recommençais cette communication au téléphone et qui devenait de plus en plus longue. Jusqu'au jour où vous lui demandez de la rencontrer? Oui, voilà. Jusqu'au jour où je lui demande si elle accepte que je la rencontre par mon passage à Saint-Étienne-de-Rouvray. Et elle me répond, mais madame, il y a bien longtemps que je vous attends. En fait, secrètement, on avait l'intention, la volonté de se rencontrer toutes les deux. Ouais. Secrètement, à distance, sans se connaître. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé notre chemin, toutes les deux. Et comment ça va se passer, votre première rencontre? Quand j'ai eu la réponse affirmative de Nassera, j'en avertis Monseigneur Lebrun qui m'a accompagnée, évidemment. Parce que moi, de toute façon, j'étais bien contente qu'il m'accompagne parce que moi, j'ai pas de voiture. Donc, quand je suis pas avec mes enfants, je suis bien embarrassée. Voilà. Et c'était votre chauffeur du jour, quoi. Il avait cette intention, mais il connaissait pas, savait pas le chemin, il savait même pas ton adresse. Hein. Donc, il comptait sur moi pour cette intention. Et donc, nous nous sommes rendus tous les deux. Avant d'arriver, on descend de la voiture et j'ai le cœur qui bat très fort et je lui pose la question. Je dis, mon père, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eue? Vous êtes d'accord? Et je dis, ça va bien se passer. Mais il dit oui. Allez, rentrons. Donc on frappe à la porte de Nassera. Nassera ouvre sa porte et ses bras restent ouverts et dit, les yeux larmoyants, pardon. Et donc, du coup, je la prends dans mes bras et je lui dis, mais madame, je ne suis pas venue chercher un pardon. Je suis venue vous proposer de gérer notre douleur ensemble, si vous êtes d'accord. Et c'est comme ça qu'a commencé notre chemin. Nous sommes, avec Monseigneur Lebrun, rentrés chez Nassera, qui avait préparé des petits gâteaux algériens et français, du thé, du café. Mais je suis sûre qu'on n'a rien bu, rien mangé parce que elle nous a raconté sa galère avec son enfant qui s'était trompé de chemin et nous étions complètement en communion avec sa souffrance pendant 1 heure et on n'a rien bu, on n'a rien mangé en fait. Ça vous a fait du bien? Je me suis dit que voilà, il y a une personne qui comprend et qui comprend ce que j'ai vécu et qui comprend que malheureusement, malgré tout ce qu'on a pu faire, ce qui n'aurait pas dû arriver est arrivé. Et Roselyne a compris ça et ça m'a fait énormément de bien. Est-ce que vous êtes senti coupable à un moment donné? Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens toujours coupable. Parce que c'est moi qui ai élevé mon fils. Et je me demande où on a pu faire une erreur dans cette éducation pour qu'il finisse comme ça. Je sais parce que vous en parlez dans le livre. Page 176, vous dites évidemment, j'éprouve une immense colère envers Adèle et pourtant, s'il était là devant moi, je le prendrais dans mes bras et je le serrais très fort parce que c'est mon fils, ça reste votre fils. Bien sûr. S'il était là, j'aurais même pas la force de le disputer. Je le prendrais dans mes bras, je le serrerais très fort, je l'embrasserais, je lui dirais que je l'aime. Mais voilà. On arrive à pardonner. Oui. On parle de pardon dans toutes les religions. Les mamans pardonnent facilement parce que, bon, bien sûr, ce qu'il a fait, c'était horrible, c'était inqualifiable, mais une maman est capable de pardonner beaucoup de choses. Mais c'est à moi que je pardonne pas. Parce que j'aurais dû voir tout ça. Roselyne, vous êtes allée sur la tombe d'Adèle avec Nassera. C'est vous qui avez voulu y aller? Oui. Ça faisait partie du deuil pour vous deux d'aller accompagner l'autre? C'est-à-dire que c'était vraiment pas prévu d'avance. Moi, je fais beaucoup de choses à l'instinct.
Et donc, ce jour-là, Nacera savait que j'étais à Saint-Étienne. Elle me téléphone. Est-ce que je peux vous faire un petit coucou rapide? Parce qu'à cette époque-là, elle n'était pas encore venue jusqu'au presbytère. Et donc, j'ai dit oui, venez. Et j'avertis mes filles qui me disent, tu sais, maman, on n'est pas contre, mais nous, on n'est pas encore tout à fait prêtes. Mais on va préparer du café. Donc, elle prépare du café pour accueillir un peu plus que 5 minutes Nacera. Et je lui dis, est-ce que dans votre religion, on honore les défunts comme nous, on le fait? Elle me dit, ben oui. Et je lui dis, vous allez aller sur la tombe de votre fils? Elle me dit oui. Et je lui dis, est-ce que ça vous dérangerait si je vous demandais de vous accompagner? Et elle me dit, bien non. Elle dit, justement, j'avais acheté une bougie pour mettre sur la tombe d'Adèle, comme je mets sur celle de mon frère à la Toussaint. Et elle me dit, moi, justement, j'avais acheté aussi quelque chose pour mettre sur la tombe de votre frère. C'est un chapelet pour mettre sur ce cadre en marbre qui porte sa photo. Et donc voilà, sans se communiquer, l'une et l'autre avaient eu cette intention ce jour-là. Et donc, on décide du jour et de l'heure pour partir ensemble. Et voilà, je l'ai accompagné Nacera, son fils et sa fille sur la tombe d'Adèle. Je vous ai demandé pourquoi vous aviez contacté Nacera. Est-ce que vous avez essayé de contacter l'autre maman? Oui, j'ai essayé de contacter la maman parce que je me suis dit, si moi je suis dans la galère pour faire enterrer mon fils, elle doit être dans la même galère aussi. Donc, si je peux l'aider, si je peux faire quelque chose pour elle, mais j'ai jamais pu la contacter parce que je pense que c'est une dame déjà qui a déménagé, qui a changé qui avait plus son téléphone comme moi je l'avais plus non plus et qui a changé d'endroit. Donc, on n'a jamais pu contacter la maman. Pour terminer sur le procès, donc il y a 4 accusés reconnus comme ayant soutenu et aidé Adèle et Abdelmalik Petitjean. Ça va se passer du 14 février au 9 mars 2022, donc ça se passe bien après. 3 des accusés sont présents. Il y en a un qui est sous mandat d'arrêt, qui aurait été tué en Irak, si je dis pas de bêtises, en 2017. Période particulière, puisque dans la salle voisine, il y a le procès du Bataclan en même temps. En 2 mots, mais comment va se passer le procès? Je sais qu'il va y avoir un moment où vous allez vous lever et vous mettre à côté l'une et l'autre. Est-ce que ça va vous replonger dedans? Oui. Parce que des années après, le deuil se fait, et puis après on nous remet tout avec, je ne sais pas s'il y a des photos dans le procès, je ne sais pas s'il montre des détails précis, mais c'est difficile. Oui, très pénible en fait. Oui, une reconstitution de l'attentat. J'ai pu voir mon frère ensanglanté au pied de baignant dans son sang au pied de l'autel. C'est très violent. Ce que vous n'aviez pas vu avant. Que j'avais pas vu avant, bien sûr, puisqu'on m'a interdit d'aller à l'église. Non, mais les policiers ne vous ont pas montré quoi que ce soit avant ça. Non. Ça s'est vu qu'au procès, à la reconstitution de l'attentat. J'ai pu voir Adèle aussi et son complice. Et moi qui avais été voir Nacera auparavant et que j'avais vu les photos de son fils quand il avait 12-13 ans, avec cette bonhomie, ses yeux malins, et le voir en vidéo lors du procès en tant qu'adulte avec son compère meurtrier, je n'ai pas bien supporté non plus. Et c'est vrai que quand Nacera est arrivé pour témoigner, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui ont été surpris que je la raccompagne sur le banc du public. Normalement, moi, ma place, elle était dans l'enceinte et je ne devais pas me déplacer, mais qu'importe, moi, j'ai voulu accompagner Nacera le reste du procès pendant que son mari aussi devait témoigner. C'est la suite de mon chemin avec elle, mon accompagnement. Ça allait de pair, en fait, je n'ai pas réfléchi. Il y a Guy Coponnet qui était blessé
pour terminer là-dessus, qui a été grièvement blessé, qui a pris plusieurs coups de couteau, qui a témoigné au procès. Oui. Vous l'avez reparlé avant le procès? Vous aviez eu des contacts avec lui? Avec M. Coponnet, oui, mais bien avant le procès, peut-être un an après l'attentat, j'ai voulu lui rendre visite ou qu'il vienne au presbytère pour me raconter ce qu'il avait vécu. Ça a été difficile de l'entendre au procès? C'était une merveille, en fait, de l'entendre au procès, parce qu'il a subi, et c'est un homme tellement croyant que... voilà, c'était une merveille. Son témoignage était une merveille. Et pourtant, et même un an après, quand je l'ai fait venir au presbytère pour qu'il me raconte, il était étonnant parce que tout ce qu'il me racontait qu'il avait vécu, moi, je tremblais dans mon corps, sur mon fauteuil, comme ça. Et lui, il était serein, à l'aise. Et il me dit, vous voyez, Roselyne, tel que vous me voyez, je suis mort, mais je vis d'une autre vie autrement pour être témoin de ce drame. Moi, ça me perturbait, cette sérénité, alors qu'à côté, il y avait sa petite femme qui était très mal à l'aise quand il racontait tout ça, parce qu'elle l'avait laissé pour mort, cette pauvre femme. Elle croyait qu'il était mort quand elle est sortie de l'église avec... Elle s'est enfuie. Oui. Voilà. Et donc... mais il a subi et il était serein. Et son témoignage au procès, c'était une merveille. Franchement, il a presque tenu l'auditoire sur le peu de temps de la matinée. Et il y a un journaliste qui a écrit, on aurait dit cette matinée-là que le palais de justice était une cathédrale. Il y a le cousin d'Abdelmalik Petitjean, le deuxième terroriste, qui vous demande pardon. Oui, il avait déjà demandé le pardon à M. Coponnet. Et quand ce fut mon tour de témoigner, il a demandé au juge la parole, pour m'adresser la parole. Et en fait, j'étais très étonnée parce que j'étais déjà en route pour aller m'asseoir et il déclare qu'il me demande pardon, qu'il ne pensait pas qu'il avait procuré autant de souffrance et qu'on lui avait menti, qu'on lui avait fait croire que les chrétiens étaient des mécréants, qu'on était des méchants. Et donc, du coup, je retourne vers lui et normalement, on n'a pas le droit. Et chose curieuse, mon avocat m'a dit normalement, vous n'avez pas le droit. Et les avocats m'ont laissé faire. Je suis retournée vers lui et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il était derrière sa verrière. Et je lui dis, écoutez, vous comprendrez que je ne peux pas avoir entièrement confiance en vos paroles. Seulement, ça me fait tellement du bien que j'accepte vos paroles comme un cadeau. Qui vont, à l'issue du procès, les trois accusés qui sont présents, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là ou décédés, sont condamnés à 13 ans, 10 ans et 8 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Est-ce que ça vous a fait du bien, après le procès, d'entendre ça ou... Non, moi, j'étais pas là pour juger, j'étais là pour comprendre. Question jugement, la loi humaine est faite pour, et pour le reste, Dieu est seul maître en la matière. Et moi, j'étais là vraiment pour comprendre, avoir des réponses à mes questions. En juillet 2026, ça fera 10 ans depuis l'assassinat du père Hamel et la mort d'Adel, ça fera 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus ? Est-ce que vous avez des conseils pour des parents qui peuvent voir des signaux ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour que ça soit utile ? Alors, je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, parce que, vu ce qui s'est passé avec Adel, mais si les parents repèrent des signes chez leurs enfants, surtout ne pas rester cloîtrés ou bien ne pas en parler, ou au contraire, en parler aux autorités, faire des démarches pour que leurs enfants ne soient pas embrigadés dans cette radicalisation.
Je sais pas. Franchement, Vos autres enfants vont bien aujourd'hui, travaillent. Vous en avez un qui est autiste, hein, vous disiez. Et les 3 autres travaillent? Oui. Ils ont repris au cours de leur vie? Normalement, oui. Pour terminer sur cette phrase dans le livre, pour ces paroissiens, pour l'Église, il est le père Jacques Hamel, mais mon frère, pour toujours, c'est Jacques, page 47. La maison du père Hamel va être transformée en musée et en lieu de pèlerinage. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez de ça? Ah non. Quelque part, j'y participe parce qu'on me demande des photos, on me demande des écrits... Donc je participe, voilà. Oui, forcément. Mais c'est pas, c'est pas vous qui organisez. C'est pas moi qui organise, voilà. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci Nassera, merci Roselyne. On a bien fait de prendre une petite boîte de mouchoirs. C'était pas facile comme émission et je crois que vous n'avez pas fait d'interview aussi longue, hein, c'est ça? Oui. Vous avez raconté autant. Merci beaucoup d'être venu. Donc il y a toutes les infos dans le livre. J'en parlais juste avant. Voilà, Sœur de douleur, qui est donc avec Roselyne Hamel et Nassera Kermiche chez XO Éditions. Je vous mets l'affiche directement à l'image et puis vous pouvez les chercher dans la description. Il y a tous les liens pour les commander. Merci à toutes les deux. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour une interview ou un documentaire. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Donc continuez de le faire, ça nous aide vraiment. Et en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci d'être là. Faire des gens le premier podcast de France. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.